attaquerons. Bon, donc nous commençons par le grand sujet de l'humanisme, qui est le PLU, et nous devons rappeler une série de faits qui se sont déroulés depuis 2 années finalement. Je rappelle que le plan d'occupation des sols valant dans le cas de l'humanisme a été prouvé par arrêté préfectoral le 28 octobre 1980 et donc il a plus de 24 ans. Ce plan local de l'humanisme a été modifié successivement le 25 janvier 1985, le 27 juin 1988, le 1er octobre 1991, le 13 juin 1997, le 30 mars 2000, le 22 janvier 2002, le 30 mars 2004, le 8 juin 2004, le 23 mai 2005, le 30 juillet 2008, le 29 novembre 2011 et le 2 octobre 2013. Il a fait l'objet d'une première révision simplifiée le 15 décembre 2011. Par délibération en date du 25 novembre 2003, le Conseil municipal a prescrit la révision du plan local d'urbanisme et fixé les modalités de la concertation. Le 30 novembre 2010, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, a eu lieu au sein du Conseil municipal. Ce débat est issu d'une réunion publique à la salle de l'Union le 1er décembre 2010 et d'une mise à disposition du public en mairie avec ouverture d'un registre destiné à recueillir les observations. Certaines modifications ayant dû être apportées au PADD, un nouveau débat a été tenu lors de la séance du Conseil municipal le 26 mai 2011. Le projet de plan local d'urbanisme a été présenté aux personnes publiques associées le 21 mars 2012 et le 27 avril 2012. Le 28 juillet 2012, le SCOP a donné son accord au titre de l'article L122 du Code de l'humanisme qui permet de déroger aux règles de constructibilité limitée. Le projet de plan local d'urbanisme est exposé aux membres du Conseil municipal le 27 juin 2012 et mis à disposition du public en ligne. Par délibération, en date du 19 juillet 2012, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de pluie. Le dossier de pluie arrêté a été soumis pour l'avis aux personnes publiques associées suivantes qui ont disposé d'un délai de 3 mois pour répondre. Direction du gaz du Sud-Ouest, Total, infrastructure, la France, Monsieur le Président du SCOP de la Suisse, la Direction départementale des territoires de la mer, la Direction départementale des territoires de la mer, Perpignan et Bessèges, la Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon, Perpignan, le syndicat intercommunal de gestion et d'aménagement du TEC, CEO, la Chambre de commerce et d'industrie, Perpignan, la Chambre d'agriculture, Perpignan, la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles à Perpignan, la Chambre des métiers à Perpignan, Madame la Présidente du Conseil général à Perpignan, France Télécom à Ambre, Préfecture des Pays au Perpignan, la Direction du réseau de transport d'électricité Sud-Ouest à Béziers, la Direction régionale des affaires culturelles à Montpellier, la restauration des terrains de montagne à Perpignan, l'Agence régionale de santé de Perpignan, Monsieur le Président du Conseil régional à Montpellier, la Direction de réseau Télé de France à Toulouse, le sous-préfet de la Télé, la Direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement de Léal à Montpellier, le Président de la communauté de communes de l'Esprit à Célé, le maire d'Azimès, le maire de Morias, le maire de Saint-Jean-Port, le maire d'Itès et le maire d'Or. Les personnes publiques associées suivantes ont répondu que leur avis a été annexé au dossier soumis à enquête publique. Ce 13 juillet 2012, la Direction du gaz du Sud-Ouest Total infrastructure et gaz de France a publié. Le 14 août 2013, la restauration des terrains de montagne. Le 24 septembre 2012, l'Agence régionale de santé. Le 28 septembre 2012, le syndicat mixte de schéma de gouvernance territoriale. Le 16 octobre 2012, la Chambre d'agriculture. Le 30 octobre 2012, le DTM à Perpignan. Le 30 octobre 2012, également, la Commission départementale de consommation des espaces agricoles. Le 19 novembre 2013, la Chambre de commerce et d'industrie. Et le 27 novembre 2012, le Conseil général. Les avis des personnes publiques n'ayant pas répondu dans les délais légaux sont réputés favorables. Par l'arrêté municipal numéro 619-2012,
du 10 décembre 2012. Le projet de plus a été mis à l'enquête du public. L'enquête du public s'est déroulée du 2 janvier 2013 au 1er février 2013 et a été réalisée par Mme Antoinette Dita, commissaire enquêteur, qui a reçu le public dans les permanences du 2 janvier 2013, 17 janvier 2013 et 1er février 2013. 48 observations ont été posées sur les registres ouverts de l'enquête publique. Une pétition réunissant 1300 signatures a également été jointe au registre ainsi que 20 qui ont été adressées au commissaire enquêteur. L'essentiel des observations portent sur la zone du Palau et contestent en particulier l'ouverture d'une zone constructive en continuité de l'histoire existant et la création d'une zone destinée à accueillir un pôle militaire. Dans ses conclusions en date du 5 mars 2013, Madame la commissaire enquêteur a mis un avis favorable à l'exception de la création des zones 2 à UAUP qui seront classées en zone noire. Le dossier PLU a été amendé de façon à intégrer les avis formulés par les personnes publiques associées, réduire de moitié la zone constructive et la zone médicale sur le Palau, réduction des peines en concertation des représentants de la Chambre de culture, en particulier son président, et des représentants des habitants. Ce dossier est tenu à la disposition des conseils municipaux qui peuvent consulter celui de l'urbanisme et de l'aide d'ouverture de la mine. Les modifications seraient présentées par le cabinet intérieur d'un centre du conseil municipal qui est proposé au conseil municipal d'approuver le plan local d'urbanisme, mais je laisse donc le cabinet intérieur vous présenter le texte de ce nouveau modification. Merci, monsieur le maire, pour cette introduction sur le contexte de l'élaboration du PLU. Alors, un petit mot tout d'abord pour excuser l'absence de monsieur Loiseau, qui est le directeur de Terre-Neuve, qui a suivi l'élaboration du PLU de A à Z, et qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, puisqu'il est revenu à l'autre bout de la France, mais voilà, il aurait souhaité pouvoir clôturer ce dossier pour son approbation. Quant à moi, j'ai suivi particulièrement la dernière phase d'élaboration de ce PLU, c'est-à-dire les modifications suite à l'arrêt du document en vue de son approbation. Donc, je vais vous faire une présentation très rapide du document dans deux points. Tout d'abord, je vais revenir sur l'économie générale du document, mais vraiment dans les très grandes lignes du projet de PLU qui a été arrêté le 19 juillet 2008. Et puis ensuite, je vous parlerai des modifications qui ont eu lieu entre l'arrêt du document et puis l'approbation aujourd'hui, donc suite aux avis des personnes publiques associées et puis à l'enquête publique. Donc, certaines modifications ont été apportées au document pour tenir compte de ces avis et puis de l'enquête publique. Donc, le contexte de la commune, vous le connaissez bien, c'est une commune très impactée par les risques naturels, donc ces risques sont évidemment repris dans le dossier de PLU, qui sont annexés au document, et puis qui s'imposent bien évidemment à l'ensemble du document, au zonage, et puis à son règlement, notamment le PRMD et le PRIF, pour technologies qui sont recensées dans le dossier de PLU en accord avec les services de l'État, et donc annexés au document. Également une commune très caractérisée par ses espaces naturels. Le PLU, bien évidemment, respecte tous les périmètres de protection et prend en compte également les périmètres d'inventaire. Donc, j'ai listé ici donc, la zone naturelle de l'île, l'espace naturel sensible, les 4 reliefs, la forêt communale de Céré et puis le PNA, l'île Belfort. Donc, toutes ces zones de protection des inventaires sont bien évidemment prises en compte dans le projet de PLU et intégrées au document. Le choix qui a été fait, c'est de préserver les grands espaces naturels à la colline des As pour le chaînon des Albert, et puis de maintenir également le caractère agricole de la plaine du Palau et des collines cultivées. Il y a un certain nombre de terres qui ont été rebasculées de N en A pour permettre leur culture, la prolongation de leur culture, dans des conditions acceptables réglementairement. Si on regarde le règlement des zones A et N, les principales évolutions de zonage, comme je vous disais, plus de zones A, donc des zones qui étaient en zone naturelle, qui étaient cultivées, sont placées maintenant en zone A, pour permettre une évolution et puis une culture plus aisée par les agriculteurs. Des protections, c'est un zonage AP, une protection stricte des espaces agricoles avec une inconstructibilité de certains espaces agricoles, y compris pour les bâtiments agricoles, et puis un repérage de certains bâtiments dans la zone agricole qui peuvent changer de destination en raison de leur qualité architecturale et patrimoniale. Dans le zonage N, donc, il y a des sous-secteurs qui tiennent compte des particularités de ce zonage, notamment un secteur NH, N hameaux,
correspond à des bâtiments isolés destinés à l'habitat, existants avant la date d'approbation du PLU, tout simplement pour leur permettre d'évoluer et d'être pris en compte de façon réglementaire, d'avoir une existence légale au vu du PLU. La croissance démographique et l'offre foncière sur la commune. Donc le PLU se base sur une hypothèse de croissance démographique assez mesurée, puisque vous le voyez là à l'horizon 2025, le PLU se projette sur une population de 8930 habitants environ, ce qui correspond à un taux de croissance légèrement inférieur à 1%, 0,95%, soit le taux de croissance qui est affiché dans le SCOT, puisque le SCOT préconisait une croissance d'1%, voire de 2 au maximum. Donc le PLU en cela est bien conforme au SCOT. Et ensuite, pour répondre à ce besoin de croissance démographique, également au desserrement de la population, parce que la taille moyenne de ménage a tendance à diminuer, il a été établi un chiffre de 600 logements à produire, donc une programmation de 600 logements, sur la durée de vie du PLU qui est de 10 ans. Donc sur ces 600 logements, donc le besoin de logement lié au desserrement de la population est estimé à environ 115 logements. Le réinvestissement de logements vacants, lui, est estimé à 100 logements, donc il y a un effort dans le PLU qui est pris en compte pour le réinvestissement de logements vacants. Et puis, une densification des zones urbanisées et l'urbanisation de zones proches, donc de secteurs déjà classés en zone urbaine au POS, environ estimé à 100 logements. Donc ensuite, pour répondre à ce besoin de croissance en logement, le PLU a identifié des secteurs d'extension urbaine limitée. Donc le principal étant Vigneplane, avec une programmation de 167 logements, avec un phasage dans le temps, une partie à court terme et une partie à long terme, qui est détaillée dans le rapport de présentation du PLU. Le secteur de Mascagnova, 30 logements, Jouvert Est, 19 logements, et puis le Palau Sud ou Jouvert Ouest, 180 logements sur l'ensemble. Le Palau Sud devant s'organiser dans la mesure où Jouvert Ouest ne pourrait pas le faire. Toute la programmation de logement a été travaillée dans les orientations d'aménagement et de programmation, donc avec l'implantation des bâtiments qui est proposée dans ces orientations d'aménagement, et puis prend en compte une part de 25% de logements sociaux dans l'enveloppe totale. Également, donc, quand on ajoute les 100 logements vacants à investir, on parlait juste à l'instant, et les 100 logements en densification, notamment sur le secteur de la gare, on arrive bien aux 600 logements à produire pour pouvoir maintenir tout simplement la croissance démographique sur la commune de Céré, puisque le 1% de croissance correspond grosso modo à la croissance démographique à long terme de la commune. Dans les zones urbaines, il y a également un secteur de développement économique qui est affirmé, c'est la zone industrielle numérique, avec comme changement principal par rapport au poste, la possibilité d'occupation par les professions libérales qui est maintenant autorisée par le règlement du PLU. Je vais maintenant revenir sur les principales modifications qui ont été apportées suite à l'arrêt du document, donc après l'avis des personnes publiques associées, qui est arrivé, comme M. le maire l'a rappelé et énuméré à l'automne 2012, et puis suite à l'enquête publique qui a eu lieu début 2013. Donc comme l'a dit M. le maire, le principal point de désaccord était le secteur du Palau, notamment avec la Chambre d'agriculture et le pouvoir de l'enquête publique. Donc le secteur que vous avez sur la carte, à gauche de la carte du PLU, arrêté. Et puis, suite à un travail de concertation avec la DTM et la Chambre d'agriculture notamment, un accord a été trouvé pour une réduction de la zone ouverte à l'urbanisation pour aboutir au zonage que vous avez sur la droite. Donc, une réduction de la zone AUP d'environ moitié. Alors, il faut considérer également qu'il y a la zone en rouge qui correspond à un risque d'inondation qui n'est pas urbanisable, qui est inconstructible en l'état. Donc, voilà, cette zone qui a été réduite. Et puis, la zone 2AU qui a été également très sensiblement réduite. Là, je vous dis le tableau des surfaces, puisqu'elle est passée de 7,1 hectares à 2,8 hectares. Soit au total une réduction de 30% du zonage et environ moitié des espaces urbanisés, puisque la zone rouge inconstructible représente une part plus importante sur les nouveaux secteurs. Donc ça, ce sont les uniques modifications de zonage qui ont eu lieu après l'arrêt du document. Tout le reste du document est resté intact en termes de zonage en tout cas. C'est la seule modification de zonage qui a été apportée suite à l'arrêt du document et le document qui a été porté à l'enquête. Il y a également d'autres modifications qui ont été demandées et qui ont été prises en compte.
Donc, conformément à la demande de l'État et à la loi, la justification pour les bâtiments autorisés à changement de destination, dont je vous parlais tout à l'heure dans les zones agricoles, a été apportée dans le PLU, puisqu'on doit justifier de leur intérêt architectural et patrimonial et leur nombre réduit. Donc, il s'agit des bâtiments du maître lieu et de leur dépendance. Également, suite à l'enquête publique, l'emplacement réservé numéro 13, l'amphithéâtre de plein air sur la Varenne, a été supprimé. Lors de l'enquête publique et des avis PPA, il y a eu aussi des questionnements sur la mention du golf qui est présente dans le PLU, mais qui ne fait que reprendre une orientation qui est inscrite au SPOT, donc qui s'impose au PLU. Et donc le PLU a proposé d'ajouter le principe d'économie de la ressource en eau, puisque c'était ça le principal point de difficulté par rapport à ce golf, c'était ce principe d'économie. Donc ça, c'est la seule modification qui a été apportée au PADD, donc le principe d'économie de la ressource en eau, dans le cadre de l'éventuel projet de golf qui est inscrit au SPOT. Également. Parce qu'après, on va avancer. Je vais nous éclairer sur le pourquoi du changement d'affectation du matériel. Il n'a pas changé d'affectation, c'est plutôt les autres bâtiments qui étaient repérés au PLU arrêtés. En fait, la loi a évolué progressivement et surtout l'application de la loi. L'État demandant une justification de plus en plus forte des bâtiments en zone agricole repérés et autorisés à changer de destination. Typiquement, il s'agit de bâtiments agricoles que l'on fait passer en usage de l'habitat. Et donc, maintenant, pour les faire passer changer de destination, il faut pouvoir justifier leur intérêt architectural et patrimonial. Et donc, sur la commune, un recensement a été fait et finalement, le maître de vue pouvait justifier de cet intérêt architectural et patrimonial et pas certains autres bâtiments qui étaient repérés au PLU arrêtés. Et devenir. Et c'est-à-dire pour l'instant, on est sur quelque chose qui est attaché à l'agriculture. Oui, mais de toute façon, le changement de destination, alors il y a une condition, c'est de ne pas remettre en cause l'activité agricole du secteur. Donc il y a plusieurs choses à expliquer, l'intérêt architectural et patrimonial, et puis la non remise en cause des activités agricoles sur le secteur, quoi qu'il en soit. Voilà. Mais c'est une possibilité qui est offerte par le PLU, c'est pas quelque chose c'est pas une volonté qui est demandée, c'est une possibilité pour ce bâtiment. C'est plutôt cet article du code, le L123.3.1, ça répond plutôt à une problématique de préservation du patrimoine, puisque ça permet à des logements qui tombent en ruine, qui sont dans zone agricole, d'être restaurés, rénovés, et de toute façon, on reste dans l'enveloppe existante du bâtiment. Il n'y a pas d'extension de la construction. C'est plutôt une problématique de restauration, de préservation du patrimoine. Voilà. Également, dans notre dossier de PLU, je reprends la liste, a été intégré le PPRIF, donc le plan de prévention du risque incendie des forêts, qui a été approuvé pour l'arrêt et l'approbation du document, donc en mai 2013, qui est également pris en compte et intégré dans les annex du PLU, qui s'imposent au PLU. Et puis également, il y a diverses corrections de forme et des clarifications qui ont été apportées au document, suite aux demandes des services de l'État, le Conseil général, la DPTM, la Chambre d'agriculture, etc. Donc des petites retouches de cartographie, des mises à jour des articles du Code de l'urbanisme, etc. Mais rien qui modifie l'essence du document. Donc finalement, l'économie générale du document est bien préservée entre son arrêt et son approbation. Il y a uniquement quelques modifications marginales qui ont été apportées, la plus importante étant la modification de zonage du Palao. Je pense que vous aurez sur l'annexe de la délibération l'ensemble, le listing de toutes les modifications, donc vous verrez celles que je n'ai pas mentionnées sont a priori moins importantes. Voilà, j'ai terminé la présentation, donc si vous avez des questions techniques sur ce que je viens de dire, un plaisir de vous répondre. Je voudrais avoir une explication sur la suppression de l'emplacement réservé numéro 13, amphithéâtre de plein air sur la zone des arènes, qui avait été initialement prévu dans le premier zonage. Le pourquoi de ce changement? Avant de passer la parole à M. le maire, parce que là, c'est plus un peu politique, techniquement, il a été. La justification, c'est que sa suppression a été demandée lors de l'enquête publique. Donc, suite à l'enquête publique, où sa suppression a été demandée, la commune a choisi de suivre ce qui
qui était déjà inscrit, qui était supprimé dans le classement national. Je demande du commissaire Muller. Le commissaire qui était là a demandé à ce que l'on supprime ce désert sur la place. Certainement, il y a eu des gens qui le demandent. Déjà bien mentionné, certainement. Ça y est, j'ai terminé la... Alors, voilà aux questions diverses. Bon, je crois que pour résumer, ça a été bien dit. La grosse différence avec le PLU à l'origine, du moins tel qu'il avait été présenté à l'enquête, c'est la réduction de plus de moitié de la zone constructive à l'entrée du parc. Entrée pour toutes les gens. Ici, là, la partie en particulier, elle a eu de 8 à 2,8 hectares. Donc, si on prend la densification prévue par le SCOT, qui est de 25 logements à hectare minimum, mais nous sommes 30, ça représente à peu près donc 80 logements maximum de l'habitation sociale. Ensuite, le reste des grands traits sont gardés, en particulier, ça a été signalé, des changements sur la zone d'activité. Il y avait un certain nombre de barrages où des personnes qui avaient voulu installer des bâtiments liés au sport, liés à la médecine, etc. Et comme ça, à la demande de beaucoup bien avant, on a décidé de donner un règlement sur la zone d'activité plus souple. Et ça avait déjà été fait, ça n'a pas été contesté dans l'enquête. Voilà les grandes lignes. Maintenant, je pense que nous avons ici un représentant du cabinet qui nous a aidé. Si vous avez des questions de poser, ou pour les services de la loi, ils pourront vous répondre aussi bien, sinon mieux que moi. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu spécifier ce qui a bougé sur la zone du Palau par rapport à ce qui était initialement prévu si vous pouvez avoir le plan. Donc il y avait quelque chose qui semblait faire... Alors ça, l'ancien, c'était ici, hein. Oui, ça. On va pas se faire ici. Et donc, on a coupé à moitié, on a diminué la largeur ici, de manière à donc ici, si tu veux, il y avait une gêne des agriculteurs par rapport à la production de ce parti au niveau des traitements. En ouvrant, coupant ici, nous avons le droit de quantité de moitié. Ici, on va voir la vigilance, ici, et là-bas. Voilà, là-bas, c'était tout ça. Donc, si on le prend ici, on prend le canal de droit comme il faut, et avec une sous-partie, on peut plus dire de l'état. Voilà, tout ça a été prévu. Et même à la zone agricole, évidemment, on a enlevé tout ça et tout ça. Je crois que ce soit assez bien sur le schéma. Voilà, on ne parle ici. Et là, au lieu de partir comme ça, on fait ça. Voilà, la ligne noire, ça c'est ce qui existe déjà, ça c'est déjà construit. Et donc, au lieu de monter jusqu'ici et plus qu'on a fait, c'est un tracé qui est là. Et la bande rouge, c'est donc la bande qui est, c'est le ravin qui se situe, grosso modo, entre le rond-point de l'entrée de la ville, enfin, au niveau du supermarché, et le panneau entrée de Céret, elle est à peu près à mi-chemin, grosso modo. Ça, c'est le ravin qui va vers C'est deux très grosses bandes rouges dans cette zone, un à côté de Carrado Lorenzi, à côté de cette Marguerite, et l'autre qui est celle-là. Vous voyez les largeur. C'est immense, ça fait 750 mètres, ça. Le col que vous avez là, si vous êtes arrêté, moi je suis arrêté, parce que je change de code, car
lors des dernières pluies énormes, je ne vais pas passer des dernières avant-dernières, pour après, à 2-3 heures, on a eu de quoi quand même recevoir l'eau, et ça n'a pas débordé du tout. Il n'y avait pas de l'eau là-dessus, simplement c'est causé par le fait que cette ouverture-là, de communication est très étroite. Je vous ai expliqué que c'est ça qui coûtait tout le. Vous voyez, on a élargi énormément la zone rouge. Cette zone rouge avait quand même posé un certain problème sur l'accroissement de la zone constructive, puisqu'elle est entrée un petit peu en conflit entre guillemets avec ce que on par la montagne, c'est-à-dire d'avoir dans l'avancée d'une ville, d'avoir une certaine continuité dans nos parcs, une continuité dans nos urbanismes. Et donc là, il y avait le coupure donc c'est par rapport à la loi montagne et la continuité de l'urbanisme, c'est vrai que la continuité n'est pas coupée par une zone constructive, parce que ça reste une zone urbaine qui peut être équipée en voirie, même en parking. On peut imaginer des aménagements sur cette zone pour assurer la continuité de l'urbanisation. Et la continuité de l'urbanisation également sur ces secteurs peut être assurée par le sud de la zone, puisqu'il y a une route, il y avait une voie ferrée qui a été déplacée, et puis des bâtiments qui sont situés au sud de la zone. Donc, en tout cas, les services, lors de l'application de l'article 45.3 à la loi montagne, ont jugé que les secteurs étaient en continuité de l'urbanisation existante. Voilà pour la réponse très concrète et très technique. Et puis par rapport à une zone inconstructible de risque majeur, c'est vrai que là, en l'état, la zone est inconstructible, mais ça ne constitue pas une discontinuité d'urbanisation, à proprement parler. Et puis après, un jour, comme l'a évoqué M. le maire, c'est plutôt une contrainte technique qui existe. On peut imaginer qu'à long terme, la zone devienne constructible, ou se réduise en tout cas, que nous soyons en rouge sur les marges, mais que ça soit jaune ou orange sur les marges. J'ai des exemples qu'on peut peut-être trouver une solution, c'est pas facile. Pour la réduire en largeur, mais elle existe là. Maintenant, ça me semble quand même que si les zones rouges, quelque part, sont j'avais passé, je sais que la zone rouge n'est pas discontinuité. Non, mais les jurisprudences sont claires, les zones rouges, les pas discontinuité. ne sont pas discontinuées. Sinon, c'est une coupure, définitivement, pour que la construire. C'est pas une coupure, ça ne va pas se construire en tant qu'habitation, mais c'est pas une coupure organique. En tant que zone rouge, l'actualité est là pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de chances que ça vienne à bouger maintenant. Bon, mais là, c'est vrai que le gros problème est qu'il y a une ouverture très faible, et qu'il y a une grosse anomalie quant à la largeur qui est ici. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a un an et quelques, nous sommes allés des termes pour voir la zone rouge au niveau du gymnase d'en bas. Curieusement, le gymnase est sur une zone rouge en bas, et le terrain de foot, qui est 3 mètres plus bas, n'est pas en zone rouge. Ça nous avait paru curieux que l'on puisse inonder le gymnase sans inonder le terrain de foot. Et on avait dit, le terrain avait reconnu que ce terrain c'était une erreur, et qu'ils allaient inverser la chose. Ça n'avait plus de rang, et puis rien n'était versé. Alors, évidemment, c'est un peu embêtant de voir qu'il faut tant de temps pour dire que le bleu c'était finalement rouge et vice versa. Et c'est vrai que naturellement, un peu de logique dit que si le terrain n'est pas en zone rouge, je ne vois pas comment de mettre plus haut le gymnase sur la moitié. En fait, ils doivent inverser, mais ça n'empêche qu'on n'a quand même pas de problème, parce que la préfecture n'a pas vraiment de détails. Sur précision, peut-être sur cette zone rouge, sur le secteur AMP, dans l'orientation d'aménagement, donc sur ce secteur est prévu un parking paysager, avec un aménagement de la voirie également, donc qui fera le lien entre ce secteur et puis le secteur qui est plus à l'ouest, le secteur 1U destiné à l'hôpital, donc il y aura l'entrée du secteur qui sera sur ces zones rouges, sur la marge de ces zones rouges, et puis un parking paysager sur cette zone rouge. Donc, finalement, il y aura une continuité de l'urbanisation, dans les faits où il n'y aura pas de construction sur la zone, il y aura une continuité de l'urbanisation et des aménagements qui restent sur le secteur. Je voulais aussi savoir quand on dit des projections comme ça pour savoir quelle sera la croissance d'une population à terme, donc là on est à 10 ans, à 11 ans, c'est quoi le mode de calcul pour estimer qu'on aura une croissance de 1000 habitants sur CV sur la dizaine d'années à venir? Alors, personne n'est devin, ni les plus du Sud non plus, mais on s'appuie sur des études très modestement,
des études de l'INSEE, qui est la source la plus fiable qui est connue, et puis également sur des études plus locales, c'est-à-dire des études du tissu urbain existant, l'étude sociodémographique de la commune. Et donc là, si vous voulez, les caractéristiques de la commune, c'est un vieillissement de la population qui est encore à venir, et puis un desserrement des ménages, une dynamique de desserrement des ménages et de décohabitation qui est encore à l'œuvre, donc qui va se poursuivre au moins pendant quelques années, pendant simplement la durée de vie du PLU. Donc un besoin de construction en logement généré uniquement pour maintenir la population. Et si on regarde sur le long terme, si on revient sur la courbe de croissance, bon, il n'y a pas de révolution au niveau de la croissance démographique, puisqu'on reste globalement sur la courbe de croissance qui était prévue précédemment. Ça, c'est l'estimation qui avait été faite en 2011, donc, à l'arrêt du document. Et puis vous voyez que la courbe, globalement, sur les 10 ans du PLU, reste la même que celle qui était précédemment. En tout cas, c'est dans la moyenne de ce qui est prévu par le SCOT. Le SCOT, on est 1% en moyenne, et là on est sur 0,95. Donc on est vraiment sur une croissance mesurée, modérée, sur une prolongation de la tendance actuelle, avec la programmation de logement associée. Pour la programmation de logement, par contre, là on a un peu plus en termes de prospective, on a une vue un peu plus précise. On sait que la population va continuer à décohabiter. On sait qu'il y a des logements à renouveler, à reconstruire. On sait également qu'il y a de la vacance. Donc voilà, tout ça on prend en compte pour estimer le besoin en logement pour répondre à la demande de croissance de population. Donc là, on est beaucoup sur le PLU, mais le PLU est quand même très directement lié au PAID, donc un peu à la philosophie de l'ensemble, à la projection qu'on peut faire sur l'aménagement d'un territoire, l'aménagement d'une ville, comment on souhaite faire avancer les choses par la suite. Donc là, on se trouve beaucoup sur les logements, on se trouve beaucoup sur la zone finalement qui est autour de Vignes-Planes, c'est entre Inès, direction Inès-Amélie. Donc, est-ce que on pourrait avoir un certain nombre de réflexions en termes d'aménagement, d'aménagement routier, de desserte, de comment on relie les zones les unes aux autres, etc. Je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu, parce que découper l'espace, c'est bien, mais découper l'espace si on se projette dans un futur avec des visées à long terme, ça serait peut-être mieux en pensant un petit peu notamment. Oui, alors là j'ai un peu moins d'éléments pour répondre parce qu'il y a des orientations d'aménagement qui ont été prévues sur chacun des secteurs d'ouverture à l'urbanisation, dont le secteur de Vignes-Planes. Et dans ces orientations d'aménagement ont été prévues donc bien évidemment les équipements à prévoir pour la zone ou à proximité, et également les liaisons vers les secteurs voisins, les quartiers voisins, le but étant de réaliser une greffe et de ne pas cloisonner un quartier et de le renfermer sur lui-même. Le but c'était vraiment de l'ouvrir et de permettre du lien vers les quartiers voisins. Oui, je pense qu'il y a une chose à voir. Il faut développer les communications. Il y en avait un qui est en train d'arriver à sa conclusion sur le domaine de la gare, où la suppression de la voie ferrée à partir de l'intérieur de Célé et à l'endroit où se trouve la gare actuellement et d'autres choses, vient d'être obtenue. C'est plus récent, c'est avant-hier, bon, et donc ça donne une possibilité de construction sur le secteur de la gare qui n'existait pas jusqu'à cette semaine dernière. Ensuite, il y a évidemment, à partir du moment où le Palau n'offre pas, avec 1 hectare, 2 hectares, 8, c'est-à-dire 80, on a fini sur 10 ans. Si on continue à l'approbation actuelle, c'est 2 ans de construction assez. Il faut évidemment voir comment on pourra obtenir des ouvertures sur l'autre entrée de C, côté Molinas. Alors, sur ce côté, il est évident que les liaisons sont insuffisantes pour les termes pour les constructions de milliers de soins à longue durée ou autre chose. Sur les maisons individuelles, ils ont bien mis 30 logements et 30 bâtiments à côté du cimetière, mais ils sont toujours très craintifs quant aux liaisons et ils considèrent que, parfois, retrouver cette zone par le camping de Nogarène
ma foi, insuffisante. Et donc, il est évident qu'il faut, comme nous le faisons, et je pense que dans les discussions actuelles, ça va quand même être approuvé, comme nous le faisons, c'est et comme le font certains d'entre vous, de pousser au niveau du département la construction rapide du pont sur le Tech. Je vous rappelle que ce pont sur le Tech, l'endroit où il est prévu, la manière où on l'atteint a été donc discutée il y a une dizaine d'années. Dans un premier temps, on vous avait proposé de passer derrière le château de Lille et de plonger sur la zone d'activité au niveau du rond-point qui existe déjà. Ça nous a semblé quand même, souvent le par là où était traversé de part en part par les routes, et en plus c'était une 4 mois. Et donc, ce projet a paru quand même très difficile à réaliser, puis moi je pensais que je voulais beaucoup de mal, même si le château de Lille, à l'époque, n'était pas classé, il y avait quand même l'idée qu'il était inscrit par ligne le parc. Et donc, il y a des protections de 500 mètres qui font que le passage derrière le château de Lille, il fallait le chercher un peu loin. Je crois qu'il n'était pas prévu du tout dans le tracé que j'avais reçu du département. Et donc, nous avons reçu à l'époque celui qui était principal, c'était sur le problème, je crois, c'était le technicien d'ailleurs. Et après avoir discuté, il a pensé, parce que cet ensemble faisait partie d'un tout, d'abord faire les contourner Saint-Jean et puis prolonger sur le Tech. Et donc, il a été prévu de tourner beaucoup plus tôt. Donc, avant d'arriver au château de Lille, nous sommes à la frontière entre Célé et Saint-Jean, pour rejoindre la zone d'activité à ce moment-là. Derrière, je dirais, les bronzes, là-bas, on passe dans la rivière, il y a des endroits réservés, et on va rejoindre l'entrée du Tech à l'endroit où il est le plus étroit dans cet endroit. Et c'est ce tracé qui est retenu avec déjà des endroits fixés pour le passage de la route. Et c'est ce projet qui, ma foi, a été voté au Conseil général déjà, mais où il faut évidemment pousser à ce qu'il se fasse le plus rapidement possible. Il est évident que, je crois, il faut espérer que c'est par une entente avec les élus du Conseil général que peut se faire ce projet le plus rapidement possible. Mais, bon, ça a changé. Les gens, c'est pas en leur faisant peur qu'on fera avancer. Parce que d'abord, c'est un projet de 20 millions, et donc il rentre dans les problèmes actuels de changement déjà de région. Puis, de l'avenir sur les conseils généraux, jamais bien fixés. Les incertitudes font qu'on est un peu dans le doute pour beaucoup de choses. Donc, vous avouez qu'il y a 2 ou 3 projets où le fait que la région risque dans un an de changer, par exemple, la région, ça nous amène à avoir des discussions qui sont un peu lourdes et qui n'étaient pas prévues avant tout ce changement. Donc, tout ça pour vous dire que le pont, c'est une nécessité pour avoir un développement complet, assez important du côté de l'Ogaret. Sachant que, sur ce côté-là aussi, vous êtes dans une zone agricole privilégiée, prioritaire, parce que le seul critère de classement a été, au départ, de considérer qu'une zone agricole prioritaire, c'est l'irrigable. Or, tout ce qui est agricole du côté de l'Ogaret est entièrement irrigable, et même, sauf plus rapidement que sur le Palau, puisque c'est par gravitation que vous pouvez passer du canal d'arrosage à l'arrosage de ces terres. Il est donc évident que, dans un plus futur, celui de 2015 et après, il faudra le préparer très vite pour, ma foi, convaincre les services d'État et d'autres services que, ma foi, c'est les doyer s'étendre quelque part. Et puisque on a bouclé le Palau avec un PRN, il faudra bien trouver des couvertures sur nos rêves. Sinon, nous serions les seuls villes, mais nous sommes pour ça. Nous sommes, moi j'ai quand même regardé votre but, nous sommes les seuls qui avons toutes les zones agricoles qui nous entourent à l'arrosage. Ça pose un problème à partir de 2010. Nous avons éviter le plus quoi que nous allons faire le bien possible. Voilà
donc pour ce qui est de cette extension, le parage dont nous avons écouté les remarques du commissaire enquêteur, nous avons écouté tous les arrêts, nous avons écouté tout le monde, parce que ma foi, c'est une nécessité. Et qu'à partir du moment où M. le président de la Chambre d'agriculture est arrivé dans le bureau, l'entente s'est faite sur ce partage que je viens de vous montrer. Je m'appelais les montrer. Moi, je crois que ce sont les faits. Sur la suite, dans le Val-Esprit, on a toujours entendu parler d'une route allant chercher le bureau Val-Esprit. Ça nous dépasse. Là, ce n'est pas la commune, ni la communauté des communes, qui ont les moyens de faire ces liaisons. Et c'est vrai aussi qu'au-dessus de Céré, les choses sont bien difficiles. Le TEC, c'est un peu une rivière. Après Saint-Jean, après le Gourou. Mais avant, c'est le fameux torrent impétueux dont parle le Rivassé. Et donc, pour traverser le Val-Esprit, le Haut-Val-Esprit, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, assez important. Le seul problème, c'est que pour traverser le Val-Esprit et le Haut-Val-Esprit, il ne reste plus qu'un seul et unique point de passage qui est un des d'étranglement. Je vais dire ça, qu'on va être bien de fait pour le voir, c'est le point de Céré, qui vient là. Là, on a des accroissements prévus sur des axes routiers, le long des axes routiers, c'est-à-dire quand même d'une philosophie un petit peu à côté de celle qui est généralement préconisée, qui consiste à aussi, même si c'est difficile à urbaniser, du fait des ravins, etc., on est bien conscient que ce ne sont pas des choses simples et qui se réfléchissent, bien entendu. Néanmoins, il n'en reste pas moins vrai que ça part le long des routes, et que si en 2015 il n'y a pas de solution trouvée pour ou autre, mais pas forcément pour l'urbanisation de l'autre côté, il y a peut-être des réflexions à mener ailleurs, mais en attendant ça s'accroît le long de la route, d'un côté comme de l'autre de la ville, Reynès, etc., la Jouberte, ce qui est normal, c'est des terrains plats qui sont encore à disposition dans le secteur, mais quelle réflexion en termes d'infrastructure, et au-delà sur le PAD, quelle réflexion en termes de développement durable, puisque là on s'inscrit dans la démarche du développement durable, c'est ces choses-là qu'on aimerait voir ressortir des nouvelles modifications, et puis de l'ensemble du projet du PLU, qui est quand même entamé maintenant depuis 11 ans. Donc, en 11 ans, on peut estimer qu'une réflexion d'ensemble aurait pu être menée. Voilà, ça c'est notre réflexion d'ensemble a été menée. Et la libération de la zone de la gare, qui est, c'est encore la demande, mais elle était demandée depuis 40-50 ans. Parce que la gare, on voit bien que le train ne passera plus cette partie, d'abord, on ne voit rien. Eh bien, offre une meilleure couverture. La liaison, c'est justement à cause du fait que les liaisons les plus faciles, celles qui ne faisaient pas intégrer le pont de Céré et le Malade, qui a amené la DDTM à conseiller de s'étendre sur le Malade. Si la DDTM a considéré que l'extension la plus logique, c'était le Malade, c'est bien à cause du fait que c'était une zone où les gens qui allaient y habiter n'avaient pas donc à traverser le pont pour aller dans leur habitation. Alors, c'est vrai que le pont de Céré s'avère à la limite. C'est pas tout à fait, puisqu'on a estimé que, d'après les services du groupe qui sont chargés de ce problème, les partenaires, que c'est à 20 000 voitures le jour que le problème va venir aigu. Et donc, l'idée de construire le pont sur le TEC était, donc en particulier, était dirigé par le fait d'envoyer une partie de la population de Céré à ne pas traverser le pont. C'est-à-dire que ceux qui habitent Nogarès, ceux qui habitent Saint-Michel, ceux qui habitent l'Aude-Céré, même ceux qui habitent le château, auraient pu être amenés à rejoindre l'habitation en traversant le nouveau pont, puisque quand vous avez traversé ce nouveau pont, il est à peu près à la sortie de la Bourguerge, plutôt à l'entrée de la Bourguerge, côté Céré, c'est-à-dire quand vous remontez là, la côte du Coutuga, vous sortez là, dans cet arbre. 500 mètres de Nogarès, 400-500 mètres de Nogarès. Et donc, c'était une des raisons qui avait amené la DDTM, la principale, à dire, à vous étendre le plus simple sur le ballon, parce que parfois c'est la zone le plus facile en liaison avec l'extérieur.
Et là, c'est oui, c'est devoir réfléchir. Parce qu'il y a des mots, il n'y a pas d'autre solution. Le problème, c'est qu'on peut pas s'attendre d'ailleurs. On va s'attendre chez son frère, on peut pas s'attendre pour se finir chez Blainès. Et qu'est-ce qui reste? Il reste deux endroits. Pour l'entrée côté Perpignan, pour l'entrée côté Moïta. Et donc, nous avons évoqué ces deux possibilités. Et lui, nous demandant un pont, mais ce pont permettant aussi de, donc, je dis, dégrossir, désenfler la quantité de voitures qui passent sur le foncier. Quant à la voie verte, elle trouvera vraiment sa verdure, parce que, on pourra passer à un moment, rejoindre, après le chemin de vitesse, la voie ferrée et faire ici une piste cyclable piéton, qui va rejoindre derrière la gare et puis rejoindre la voie verte sur les 15 et 6. Je vous donne la parole, monsieur le maire. Merci. D'abord, excusez pour mon retard. Je vous ai écouté avec attention. C'est même que j'ai écouté José Bulot qui ce soir est aussi bavard que M. Brédé, c'est bien. Je vous ai écouté développer ce PLU, finalement sur lequel vous travaillez depuis plus de 10 ans, et j'ai l'impression qu'on a touché qu'un sujet. Parce que avoir 2,8 hectares de terrain à bâtir sur lesquels il faudra nous expliquer quand même ce que vous comptez exactement faire, je me pose la question, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'il ne fallait pas passer tout le PAEN, toute la zone du panneau en PAEN? À condition évidemment que vous ayez derrière un projet intéressant pour les agriculteurs qui s'installent, parce que c'est quand même une zone en friche, à 75%. Donc il faut, c'est cette zone-là, faciliter l'installation de jeunes agriculteurs autour de production bio diversifiée. Et développer la cerise, puisque en 65, je crois, on faisait 7000 tonnes de cerises, et aujourd'hui on est à 120 tonnes. J'ai les chiffres, on faisait 1700 tonnes en 65, on en fait 120 tonnes aujourd'hui. Donc, l'idée, moi, que je pose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ces 2,8 hectares qui restent? Ces 2,8 hectares, pour la suite. Et ensuite, si vous permettez, et ensuite, par rapport à ce que disait José Bulot, il doit y avoir un schéma d'ensemble au niveau du plan d'urbanisme, puisque quand, par exemple, on parle des lotissements sur du milieu plan, se pose une question importante, c'est l'écoulement des eaux, du Guyane, sur ce secteur-là. Et donc, si vous aménagez le quartier de la gare, sans bassin de rétention pour l'eau, on peut se demander ce qui va se passer. Le problème de l'eau, quand nous obtenons du permis de construire avec les services d'État, c'est qu'ils ont considéré, ils ont vérifié que c'était réalisable. On ne fait pas de lotissements si on n'a pas l'autorisation des permis de construire et si le service de légalité ne les a pas acceptés. Donc c'est un problème qui est, quand on a un permis de construire accepté, qui est résolu. Aujourd'hui, c'est un cycle urbanisé et donc il y a des débits d'eau plus importants. Le problème de l'eau, de l'évacuation de l'eau qui se pose depuis bien avant nous, c'est un problème sur la Jouverte. Au niveau de la Jouverte, il faut ramener l'eau et la laisser sur la gare. La gare est importante puisque c'est le problème aussi à ce niveau-là, on l'a soulevé souvent, c'est qu'on a vu s'étendre la ville sur ce secteur-là, mais on n'a jamais été amené à voir auparavant un plan de masse, un plan d'ensemble, une réflexion sur on va traverser, la route passera ici, elle desservira telle partie du lotissement, etc. On a eu souvent l'impression que les choses s'étaient développées. Oui, il y avait une zone à urbaniser, elle s'est urbanisée, puis après il a fallu au coup par coup réajuster le tir, passer par-ci, passer par-là. On n'a jamais vu, et c'est un peu la même sensation, on n'a jamais vu un plan d'ensemble, une idée globale et générale de ce vers quoi on se dirige, quoi. C'est ça, et notamment sur le PLU. C'est un endroit qui était en zone de deuxième loi depuis 1980, et il s'urbanise naturellement. Il ne va pas se couvrir de plus que ceux qui s'occupent actuellement du lotissement public ou de la mairie, et l'intervention assez importante des HLM pour faire le nombre de logements sociaux qui est prévu par la loi. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus ça c'est un plan d'ensemble. Quant à la route qui sérieusement, elle va arriver progressivement, on va pas la faire d'un seul coup, il faut la payer. Et ça, il n'y a pas de subvention sur les routes. Et donc, vous avez vu maintenant, malgré ce terme rival qui coulait, on est bien passé pour rejoindre le rond-point dans le monde, sans aucun problème.
À un moment, on m'a dit, non, il paraît que vous êtes coincé, qu'on peut plus la faire, c'est mal calculé, ça a été très bien calculé, et nous passons tranquillement. Et ensuite, nous avons comme ça rejoindre la rue de la gare. Et comme la gare, on a réussi à avoir, donc la rue de la voiture, ça permettra sur la rue de la gare de faire quelque chose de consistant. Et voilà, c'est une série de choses. Oh, je sais très bien que c'est le plan immobilier, le plan d'ensemble, etc. Le plan d'ensemble, il n'aurait pas la fin de fiscal et le PMU. 2 hectares de vide, c'est vrai qu'on aurait pu faire à la boîte de davantage. Vous dites que c'est une souris, elle a fait beaucoup de bruit. Parce qu'il me semble que la parole de souris, on parlait, si vous aviez été là-bas, vous vous rendez compte qu'on en a beaucoup parlé. Seulement, évidemment, comme votre président, ça serait assez proche, on ne s'est pas rendu compte que le PMU de Séré avait soulevé pas mal de bruit. Et que c'est une souris bruyante. Ça ne répond pas à la question, qu'est-ce que vous comptez faire sur ce qui est parlé? Il faut 25 logements à l'hectare, donc il faut que se fasse après 75, une densité 75 logements là-dessus, répartis entre particuliers, entre logements sociaux, etc. Je ne vais pas les travaux faire des scènes de l'arrondissement de cette année. C'est pas notre rôle. Vous avez pas donné l'idée de maison de retraite, pas là? Ah, mais malheureusement, non, je sais pas où ça ira. Il y a 2 zones, il faut confronter le 1 à 8 qui est la construction de lotissement, et le A8 qui est la zone de construction de logements à, disons, intérêt général, et en particulier, il était plus malheureusement unité de soins modulés, dans tous ces mouvements de procès d'enfants qui sont partis ailleurs. 40 emplois de par mois. Je peux continuer, hein. On va essayer, moi je sais que malgré tout ce que je fais dans la place, on essaie de faire implanter pour une zone de retraite. Parce que si ça coince, ou elle s'arrête là, ou il faut toujours l'entendre. À la limite, comme on l'a toujours dit, c'est pas le meilleur d'après, parfois, ceux qui s'étaient réunis pour parler de ça, que ce soit l'ARS, que ce soit le département, que ce soit les représentants de l'État, la refaire sur place, c'est pas une bonne solution. C'est aussi cher, ça ne donnera pas une raison de retraite de la qualité des autres. Et s'il faut abandonner tout, on l'abandonnera et on ne saura pas pourquoi ça passe là. C'est la seule solution. Les raisons de retraite, il faut signer l'intérêt minimum, celui-là. Et nous avions prévu la faire sur plus d'un hectare de vie pour pouvoir avoir le bac, le grand parc, etc. Bon, on n'a pas voulu ça, ça fait des manifestations. Si ça nous est refusé, on ne fera pas, il est prévu encore. Si ça nous est accepté, on ne s'en fera pas. Merci. Moi, j'ai toujours pas abandonné de retrouver avec peut-être des privés, des lits où des soins renouvelés, ou des lits pour de la DSR, c'est des gens de soins normaux, plus facile, parce que ça ferait des emplois. C'est dommage. On a fait une ouverture énorme, on n'a pas pu la prendre. Parce que les gens qui veulent faire de l'unité de soins, ils veulent investir avec 10 ou 20 millions sur serré, et bien, quand ils voient qu'on ne lève pas, ils sont pas mieux. C'était pas forcément le fait qu'on les value pas. C'était pas forcément ce fait-là. Quand y a-t-il eu un projet clairement présenté autour de cette table? Quand les gens ont-ils pu prendre des choix, exposer leurs pensées, voir ce qu'on pourrait amender ou pas, aménager? Quand y a-t-il eu discussion? Il n'y a jamais eu de discussion. Donc, on nous dit, vous le vouliez pas, ce qu'on ne voulait pas, ce que nous ne voulions pas, c'était des maisons de retraite à cet endroit-là. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas des maisons de retraite. Quand est-ce que ça a été dit? Quand est-ce que ça a été dit? Ça a été dit quand vous savez très bien qu'on avait cette discussion et l'idée de soins renouvelés de se faire dans cette zone. C'est pour ça qu'elle est plus grande que pour les autres retraites. Il n'y a jamais eu de réflexion au préalable. Même avec le lien à chaque fois. Je sais très bien que vous avez toujours été, jamais eu de réflexion au préalable. Je suis désolé. De la même manière. Moi, je suis désolé. De la même manière que nous avons perdu l'occasion d'avoir quelque chose qui était assez intéressant. Bon. C'est un exemple de ce qui se passe ce soir. Ce soir, on est en train de débattre et de discuter d'un certain nombre de points que nous aurions pu, au préalable, préparer. La loi SRU, qui vient de fêter ses 14 ans, quasiment jour pour jour, elle avait une philosophie, c'était d'introduire le plus dans le cadre d'une discussion, une ouverture générale de discussion dans une commune, parce que ça ne concerne pas qu'une majorité et une opposition, ça concerne les citoyens de la commune, ce qui va se projeter pour la suite dans la vie des gens, une image, une vision, un futur. Et là, on se retrouve dans une situation
où, en 11 ans de discussion, il y a eu le strict minimum une réunion publique. Une. C'est-à-dire celle à laquelle la loi fait obligation. Rien d'autre. On vient ce soir. On n'a pas pu avoir accès aux documents. Ils étaient là, les documents. Ils sont utilisables uniquement en bas, pendant les heures il y a 43 pages de documents. 48 pages. Donc, non, mais c'est très bien. C'est très bien. On les lit quand, on les sort quand, on peut pas, ils doivent rester sur place. Dans certaines communes, ils sont accessibles. On les a en lien. Si on n'a pas de bureau sur place, ce qui est notre cas, ça revient souvent, on a au moins un bureau virtuel. On peut les voir, on peut savoir de quoi on parle. Et là, c'est chaque fois pareil. C'est-à-dire qu'on nous demande à 5 jours avant d'étudier tout ça. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Je suis désolé, c'est ça le fond du problème. C'est que l'esprit de la loi, il est dévoyé. Il est dévoyé. Non, le plus était consultable depuis longtemps, d'ailleurs, comme vous le dites, il y a longtemps. Oui. Il a pu. Oui. Donc, puisque vous parlez de la loi, bon, je ne sais pas si la secrétaire principale va vous répondre, parce qu'il me dit la loi, c'est ça. Et elle a aucune envie d'interdire le coronavirus le plus simplement. Non, je dis pas je dis pas qu'elle interdise. C'est que, je peux vous répondre, quand vous avez communes on peut la sortir, c'est pas vrai. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, il faut pas détourner le sens de mes propos. J'ai pas dit que l'interdiction a été faite. Simplement, c'est pas toujours possible de venir consulter tous les documents sur place. Non, mais vous avez des symptômes, il y a des communes où on peut les consulter hors de sur place. Oui, pas. Oui. En ligne, ça se consulte en ligne. Ça s'appelle le 21e siècle, ça se consulte en ligne, je veux dire. C'est pas non plus, on vient d'inventer l'eau chaude, là. Ce qui se consulte en ligne, c'est effectivement le public tel qu'il a été soumis au commissaire enquêteur. Après tout ce cas, ce sont des documents préparatoires qui ne sont pas encore validés, qui ne sont pas consultables par l'intégralité. D'accord. Lorsqu'ils seront validés, sera consultable à nouveau. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le document préparatoire, qui est de la compétence d'un conseiller municipal qui doit en prendre connaissance, et ce qui est communicable à l'ensemble du public. Tout à fait, madame Costa. La dernière fois, lorsque nous avons été amenés à en discuter, nous avions à disposition des CD-ROM on s'est engagé à ce que ça ne reste que des documents de travail, et à ma connaissance, ça n'est resté que des documents de travail. On ne les a pas ni divulgués ni utilisés, à d'autres fins que celles pour lesquelles ils étaient prévus. Donc on avait des possibilités de travailler qui étaient différentes. Là, je suis désolé, mais c'est pas dans l'esprit de la loi. Le dialogue n'est pas ouvert. Le PADD, c'est important. Ce sont des choses qui engagent la commune sur la durée. Et il y a eu une réunion publique avec une prise de parole. En plus, c'est un agriculteur qui vous a demandé ce jour-là publiquement. Vous avez dit que c'est ça qui a déclenché les choses. C'est que ce soir-là, vous avez dit que le Palau ne serait pas impacté par l'urbanisation, et quelques semaines plus tard, ce projet-là voyait le jour. C'est là que ça a mis le feu au poudre. Il ne faut pas inverser les choses. De la réunion publique, la partie du Palau qui était touchée avait été déjà signalée, parce qu'on avait déjà la DPM, le fait que dans cette territoire de construire unité de soins ou des gens de faire de mesures correctes. Non. De la même manière que ce n'est pas le commissaire enquêteur, la commissaire enquêteur qui a demandé que la zone 13 soit changée d'affectation, c'est une personne privée qui est venue demander à ce que ce le soit. Non, moi, si vous voulez vérifier les choses, vous pouvez vérifier que c'est dans le rapport du commissaire enquêteur. Ah oui, ça c'est dans le rapport du commissaire enquêteur. Et c'est pas le commissaire enquêteur qui l'a fait délibérément. De la même façon que, si le commissaire enquêteur, de la façon qu'il considère que sur le Palau il faut revoir les choses, il dit qu'il faut, sur cette zone, il faut revoir les choses aussi. C'est exactement lui qui nous le dit. Alors, vous ne pouvez pas prendre comme parole bénie le commissaire enquêteur quand il va dans votre sens, et considérer qu'on a triché quand il ne va pas dans votre sens, c'est autre chose. Vous pouvez le vérifier très facilement. Et ce n'est pas venu du commissaire enquêteur, c'est venu de quelqu'un qui s'est déplacé, qui a été demandé. Là aussi, c'est venu de ça. Le problème, c'est que le commissaire enquêteur a mis sur son enquête, c'est tout venu de remarques de personnes. C'est pas lui qui, il attendait qu'on lui fasse des remarques. Tout ce qu'il a donné, le commissaire enquêteur, c'était inspiré par les gens qui sont venus le voir.
encore des questions. Moi j'ai une petite question sur les arènes, justement. Puisque ça ne sera plus un emplacement réservé, est-ce que vous avez une idée de ce que ça va devenir si un jour ce n'est plus la Société des Arènes, ou si ce bâtiment est trop vétuste et ne peut plus être réhabilité? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va devenir? De celle de construction Les arènes sont restées comme elles étaient. C'est-à-dire que ce n'était pas l'emplacement réservé des arènes. Alors, Vous dites, non, ça n'en a jamais été. C'est certainement pour ça que le commissaire enquêteur a demandé qu'on le laisse ça consulter. avait été donné, monsieur le maire, pour que ça le devienne. Pas qui va non. Oui. Et le commissaire enquêteur nous a dit que, ma foi, il estimait qu'il fallait l'enlever. Il fallait l'enlever. Donc ma question est, si un jour ce bâtiment est trop vétuste, on ne peut pas le garder ou voilà, c'est un bâtiment privé, qu'est-ce qu'il se passe? Alors si un jour ce bâtiment est à battre, la commune pourra l'acheter et en faire, ma foi, ce qu'elle voudra. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas à vendre et il est encore réservé, que ce soit sanitaire des corridors. Et s'il n'est pas à vendre et que la société privée qui le détient va en faire des maisons? On a le droit de plaire. Ça c'est sur une vente, monsieur le maire. Non, Non, je ne parlais pas de vente. Voilà, c'est ce qu'elle et sur un permis, ça peut être refusé. Je pense qu'elle a... Vous ne n'arrivez pas le statut. Maintenant, si les jours des corridors sont interdites, malheureusement, après moi, l'autre chose. Non, je ne sais pas. Amphithéâtre de spectacle, la dénomination, c'est d'ailleurs la dénomination originelle. Non, je veux dire qu'il s'est passé d'autres choses que des corridas, il y a eu des spectacles. Ah oui, moi j'avais des spectacles à vélo, à Calmers, plus à la des choses. Il y a des spectacles. Bon, est-ce que les questions sont terminées? Bon, et nous allons passer au vote, à l'approbation, qui est contre? On n'a pas de surprise. Voilà, vous avez les populations, voilà. Qui s'abstient? Donc, on a la défavorable à la majorité. Bon, voilà.